Monsieur, bonjour, bonsoir, en fonction du pays duquel vous nous écoutez. J'ai le plaisir de vous présenter Pascal Simon, qui travaille au sein du cabinet Montport Patrimoine. Bonsoir à tous. Et donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont pas déjà entendu, je suis Patrick Fontan, je suis le gérant du cabinet Montport Patrimoine. Donc comme vous le savez, on organise mensuellement des webinaires sur le patrimoine qui sont destinés aux Français de l'étranger. Depuis le début de l'automne, on a commencé un triptyque sur tout ce qui est patrimoine au sens large du terme. La première partie de ce triptyque, elle était dédiée à la retraite. Comment vous pouvez vous constituer une retraite complémentaire en n'étant pas résident français. La deuxième partie de ce triptyque, c'est celle dont on va parler ce soir. Elle consiste à analyser les solutions pour créer un capital sur une durée déterminée. Donc là, on a pris la durée de 10 ans et on s'est dit que l'objectif, c'était de détenir un patrimoine de 300 000 euros en 10 ans sans avoir d'apport initial. Et la dernière partie de ce triptyque qu'on organisera le mois prochain, elle aura pour thématique la création de revenus. Donc, comment, à partir de votre épargne, vous pouvez générer des revenus immédiatement disponibles, ce qui est une problématique un petit peu différente. Donc, on vous remercie en tout cas pour commencer d'être aussi nombreux. On voit que nos webinaires ont de plus en plus de succès. Euh, donc, l'objectif, c'est d'essayer de tenir dans un délai de 45 minutes. On a essayé de ne pas être trop technique. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les poser dans le déroulement du webinaire. Par contre, on y répondra probablement qu'à la fin pour pas que on soit perturbé dans notre exposé. Et ça sera plus simple pour nous d'y répondre à la fin. Alors, l'objectif donc ce soir, c'est de répondre à une question. Comment créer un capital de 300 000 euros sur 10 ans sans apport initial? Ça fait beaucoup de contraintes parce que le capital, il est important. La durée, elle est relativement courte quand on parle d'épargne financière et sans apport, eh ben, c'est plus compliqué. Euh, pour répondre à cette question, ben, déjà, on va essayer de présenter les termes de cette équation, hein, les 300 000, les 10 ans, l'apport, la durée. Donc, on va un petit peu analyser les termes de cette équation. Dans une deuxième partie, bah, une fois on a analysé les termes de l'équation, on va vous présenter des solutions pour répondre à la question. Comment je fais pour créer 300 000 euros dans un laps de temps assez court, avec quel type de véhicule et quel type de solution. Et j'ai pas d'apport initial. On va voir, c'est pas toujours facile. Des fois, ça nécessite de faire beaucoup d'efforts financiers. Et Pascal nous éclairera sur ces trois solutions. Et dans une dernière partie, on essaiera de vous présenter notre cabinet pour ceux qui ne le connaissent pas, assez brièvement, parce que vous serez fatigués de tout ce qu'on vous aura dit probablement auparavant. Alors, dans un premier temps, euh, comme on l'a dit, on va examiner les termes de l'équation financière. Les termes de l'équation financière, ils sont au nombre de trois, hein, que Pascal va nous décrire. La première, c'est l'horizon d'investissement. Hein. Le deuxième, l'effort d'épargne. Et le troisième, quel taux de rendement on met sur cet effort d'épargne. Pascal. Alors effectivement, pour bien comprendre l'équation financière, il faut prendre les trois piliers qui la composent, dont a parlé Patrick. Donc en premier, l'horizon d'investissement. Parce que, comme vous le savez, afin de pouvoir vous constituer un capital, plus l'horizon est lointain, plus on aura des chances de faire fructifier ce capital. Bien évidemment, vous le comprenez tout de suite, si vous nous demandez de placer de l'argent uniquement pour quelques mois, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Alors que sur de la longue durée, déjà, on va avoir un choix de support qui va être beaucoup plus large, des supports qui sont beaucoup plus dynamiques. Et le but étant, lorsqu'on va se rapprocher du terme de votre horizon de placement, évidemment, de sécuriser ce capital afin que cet argent soit disponible au moment de l'échéance. L'effort d'épargne, bien évidemment, si vous voulez vous constituer un capital, à un moment donné, il faudra faire un effort d'épargne de votre part. Alors cet effort d'épargne, nous, on vous conseille de le faire régulièrement, c'est-à-dire de ne pas tout mettre, de ne pas verser de l'épargne que vous pourriez avoir, de l'épargne de précaution, par exemple, de tout mettre
sur un versement, un seul et unique versement, mais plutôt de lisser votre effort, que ce soit mensuel, trimestriel, parce que vous vous rendrez compte par la suite que c'est important, car ça vous permettra d'avoir des points d'entrée différents sur les marchés financiers. Et on le sait, quand on lisse, enfin quand on, je dirais, quand on verse régulièrement, ça nous permet de lisser les variations du marché et d'obtenir en général des prix moyens d'acquisition sur vos valeurs qui sont plus faibles. Et ça vous permet, vous aussi, dans le cadre de de la gestion de votre budget, de ne pas avoir d'efforts soudains et brutaux dans la gestion de votre budget et donc de vous permettre petit à petit de constituer ce capital. Le troisième pilier qui est important, c'est le rendement. Bien évidemment, vous vous en doutez, plus vous espérez un rendement élevé, plus il va falloir prendre du risque. Je ne peux pas vous dire, je vais vous garantir du 12% et vous dire que vous n'aurez aucun risque là-dessus, c'est pas possible. Hein. Bon, pour les gens qui sont de ma génération, vous vous souvenez peut-être il y a quelques années de Madoff, hein, dans le scandale Madoff. Voilà, les gens leur avaient promis justement du 12% sans problème. On a vu ce que ça a donné derrière. Donc il faut bien analyser avec vous. Donc, quelle est votre appétence au risque? Est-ce qu'on peut mettre la stratégie qu'on peut mettre en place pour vous assurer le rendement espéré? Bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas tout mettre dans la même classe d'actifs, puisque le but, c'est de diversifier avec différents supports que l'on verra tout à l'heure, ce qui vous permettra de mutualiser quelque part les risques. Après, bien évidemment, comme on le répète, les performances passées ne préjugent pas des résultats à venir. Toutefois, on regarde quand même ce qui s'est fait historiquement. On sait qu'il y a des classes d'actifs qui, sur du long, voire du très long terme, qui ont toujours eu des rendements supérieurs à d'autres classes d'actifs. Mais voilà, on ne peut pas savoir ce dont sera fait demain. Pour prendre des exemples très concrets, puisque Patrick a parlé tout à l'heure de 300 000 euros de capital, pour que vous vous rendiez compte avec des chiffres ce que ça donne, si on prend une hypothèse avec un risque tout à fait maîtrisé de 3% par an, ce qui correspond bon, des plafonds, on va dire des versements sur des livrets, enfin des livrets avec du Ouais, un peu bonus. boosté. Disons que Voilà, c'est plutôt l'OAT. Le rendement de l'OAT, c'est les c'est obligations ces dernières d'État. années, quoi. Voilà, Des obligations d'État. Le fonds en voilà. euros, dans le passé, il a pu rapporter 3% ou plus. Aujourd'hui, il ne les rapporte pas, hein. Bon. Donc, si on part sur cette hypothèse de 3% par an, votre effort d'épargne sera de 2 150 euros par mois pour arriver au terme des 10 ans aux 300 000. Si vous acceptez de prendre un peu plus de risques, et à ce moment-là, on va aller on va toujours conserver une poche je dirais de placement sécuritaire avec 40% d'obligations, mais on va aller chercher de la rentabilité sur des marchés actions et notamment des actions monde. Là, on peut espérer, en versant 1930 euros par mois, donc d'arriver à ce capital puisqu'on est parti sur une hypothèse d'à peu près 5% de rendement par an. La dernière hypothèse, hein, si vous souhaitez aller sur des classes d'actifs encore plus dynamiques, qui, on pourrait espérer, procurent à peu près 10% par an. Là, il faudra aller vraiment uniquement donc, sur des marchés financiers actions et notamment sur les actions américaines, parce que toutes les études le prouvent. Si on regarde tous les grands indices américains, depuis 30 ans, c'est toujours les actions américaines qui ont surperformé le marché. Et à ce moment-là, on serait à un effort d'épargne de 1 465 euros par mois. Mais rappelez-vous l'adage que vous avez énoncé tout à l'heure, Pascal, les performances passées ne préjugent pas des résultats à venir. Donc, c'est pas parce que les actions américaines ont rapporté 12% par an ces 10 dernières années, qu'elles ont été très performantes depuis très longtemps, qu'elles rapporteront 10% par an les 10 années à venir. On n'en est pas sûr. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la croissance économique aux États-Unis, elle est 3 fois plus importante qu'en Europe. Que l'économie est beaucoup plus puissante que les économies émergentes. Donc c'est normalement là où il y a le plus fort potentiel, mais quand on construit une allocation, on ne peut pas prendre le risque d'être uniquement sur les actions américaines, et ça veut dire aussi que l'objectif de 10% par an, il est très très ambitieux. C'est pas facile, même en prenant des risques. Et il suffit pas de regarder dans le passé pour se dire qu'on va avoir l'avenir. C'est pas suffisant. Voilà, donc c'est compliqué en fait, hein. Plus on veut du rendement, plus c'est compliqué. Alors, donc,
la première partie, c'était de voir l'équation financière. La deuxième, c'est les solutions d'investissement. Comment on imbrique les deux? Alors, donc l'objectif, on est bien d'accord, c'est de créer un capital. Et on va essayer que ce capital, au fur et à mesure, les intérêts enfin, les rendements de ce capital se capitalisent eux-mêmes. Mais l'idée aussi, c'est qu'à la sortie, vous ne soyez pas matraqué fiscalement. Donc, il faut essayer de conjuguer donc un objectif de rendement avec aussi une maîtrise de la fiscalité. Donc, on l'a vu. Donc, il y a trois critères à prendre en ligne de compte. Donc, la durée, le rendement, l'effort d'épargne, ce dont on a parlé précédemment. Et on va regarder maintenant les enveloppes qui peuvent vous permettre de pouvoir mettre en œuvre donc cette adéquation financière. Voilà. Et ces enveloppes, en fait, il faut qu'elles répondent à un double objectif. C'est la capitalisation. Donc, ça veut dire on a sélectionné pour vous des solutions dont l'objectif, pendant la durée d'effort d'épargne, il n'est pas de distribuer des revenus, il est de capitaliser. Donc, à chaque fois que le placement dans lequel vous allez investir produit de fait des revenus, ces revenus vont être immédiatement réinvestis dans votre produit pour obtenir un effet boule de neige. Et le deuxième objectif qu'on a dans les solutions qu'on a retenues, c'est essayer d'optimiser la fiscalité, surtout pour vous en tant que Français qui résidez à l'étranger. Voilà un petit peu, avant d'arriver à la présentation plus directe de ces trois solutions, Pascal. Donc, ces trois solutions, il y en a la première, c'est la solution classique, l'assurance vie. La deuxième, on a retenu le private equity. La troisième, on a retenu le démembrement de propriété qu'on avait déjà évoqué lors du précédent webinaire. Alors, l'assurance vie, c'est le produit auquel on pense le plus facilement. Oui, alors c'est le produit un chouchou des Français, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Bon, sans doute, avez-vous déjà des contrats d'assurance vie? Il faut savoir que l'assurance vie, c'est un produit qui a fortement évolué ces dernières années. D'où l'intérêt aussi, même si vous avez déjà les assurances vie, ça n'empêche pas d'en ouvrir de nouvelles, puisque aujourd'hui, on a vraiment une gamme de supports qui est très, très élargie par rapport à ce qui pouvait encore se faire il y a quelques années. Sachez que les contrats d'assurance vie ne sont pas limités par personne, hein, donc vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez, et vous pouvez d'ailleurs ouvrir des contrats d'assurance vie pour plusieurs stratégies patrimoniales. Donc, le principe, comme vous le disiez, Patrick, l'assurance vie, l'avantage, c'est que c'est ce qu'on appelle une enveloppe de capitalisation. C'est-à-dire que tous les rendements que vont générer les supports que vous avez mis à l'intérieur de cette enveloppe, ils vont rester à l'intérieur de cette enveloppe, donc il n'y aura pas de fiscalité. C'est ça qui est très important à retenir. Donc, vous avez différents types de supports. Il n'y a pas que le fonds euro, même si c'est le fonds que connaît tout le monde. Il y a évidemment aujourd'hui toute une gamme d'OPCVM, donc des fonds. Alors, ça peut être des fonds obligataires, des fonds actions, ça peut être avec des thématiques particulières, ça peut être avec des zones géographiques particulières. On peut retrouver aussi des produits structurés, ce sont des produits un petit peu plus complexes, mais qu'on ne va pas aborder forcément aujourd'hui. Et puis, on peut mettre aussi du private equity à l'intérieur de son assurance vie. On ne peut pas mettre tout le private equity, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, évidemment, l'assurance vie, c'est quelque chose de très pratique pour transformer donc votre épargne et les faire fructifier votre capital sur du long terme. Bien évidemment, il y a plein de systèmes qui existent, notamment des versements programmés. Donc, comme ça, vous n'avez même plus à y songer. On met en place un prélèvement et tous les mois, tous les trimestres, bon, ce capital va grossir petit à petit. Alors, il y a un type de contrat un peu particulier que tous nos auditeurs Voilà, ont déjà entendu parler et ils ont pu se poser des questions. Tout le monde leur dit que c'est bien. Alors, le contrat luxembourgeois, qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Alors, le contrat luxembourgeois est très à la mode ces derniers temps. Il a la particularité par rapport au contrat d'assurance vie français. Quand vous souscrivez à un contrat d'assurance vie française, c'est un contrat que vous signez avec un assureur. L'assureur, bon, que ce soit Generali, Cardiff, AXA, Allianz, peu importe. La particularité du contrat luxembourgeois, c'est qu'en fait, c'est un contrat qui va lier trois personnes. Donc, vous-même, en tant que souscripteur, évidemment, l'assureur à qui vous allez céder la gestion de votre contrat via les supports qu'il va vous proposer. Mais surtout, vous avez un troisième acteur qui est une banque dépositaire, ce qui n'existe pas en France. C'est pour ça qu'on appelle le contrat luxembourgeois, on dit qu'il comporte un triangle de sécurité.
Concrètement, ça veut dire que même si, imaginons, enfin, l'assureur faisait faillite pour X raisons, eh bien, les fonds, ils ne sont pas déposés chez l'assureur, ils sont déposés dans une banque. Et c'est la banque qui se porte garant de vos fonds. Donc, c'est très important. Ça veut dire que même si demain, une compagnie d'assurance disait, bon, oui, écoutez, vous n'êtes plus dans la capacité de payer et les créanciers venaient à saisir des actifs qui appartenaient à l'assureur, ils ne pourraient en aucun cas toucher aux fonds que vous auriez déposés. Donc ça, déjà, c'est une tranquillité d'esprit. Comme vous le savez, le contrat luxembourgeois a une neutralité fiscale qui s'adapte à quasiment tous les pays. Évidemment, on ne va pas rentrer sur les cas particuliers type américain, enfin, ressortissants américains, mais normalement, on va dire, des frottements fiscaux qui sont extrêmement faibles. Quand vous investissez en France, l'État, au moment où vous sortez de votre contrat d'assurance vie, hein, pas pendant la période de capitalisation, si on laisse de côté les fonds en euros, l'État vous attend juste à la sortie. Quand vous allez faire des rachats, si vous êtes encore résident fiscal étranger, vous aurez une retenue à la source. Si vous êtes résident fiscal français, vous payerez de l'impôt si vous retirez au-delà d'un certain seuil. Euh, le Luxembourg, pour les Français qui ne résident pas en France, c'est plus simple, c'est que le Luxembourg, il n'y a pas de retenue à la source. C'est la fiscalité du pays dans lequel vous résidez qui s'applique. Donc, a priori, c'est mieux. Et au moment de la transmission, notre avantage fiscal du Luxembourg, c'est que si les bénéficiaires de votre contrat ne résident pas en France, et si vous-même, au moment de la transmission, ne résidez pas en France, du coup, vous échappez complètement à la loi sur les transmissions françaises. Voilà. On a tout dit sur le. Alors, le problème du contrat luxembourgeois, c'est qu'il faut un peu de sous, quoi. Voilà. Et donc, quand on avait comme contrainte de partir de zéro, ça marche pas avec le contrat luxembourgeois. On ne trouvera pas des contrats à partir de 1 000 euros au Luxembourg. Ça, faut pas rêver, c'est impossible. C'est plutôt réservé aux gens qui ont une épargne significative. Et plus votre épargne est importante, plus vous avez de souplesse dans la gestion des supports. Si vous avez 125 000 euros, ça commence à être sympa. Si vous en avez 250 000, là, vous allez pouvoir faire accéder à des fonds de private equity internationaux, les mélanger avec des produits structurés sur mesure, avec des actions en direct. Enfin, c'est plus souple, mais il faut beaucoup plus de sous et on n'est plus tout à fait dans la logique de la question qu'on avait posée. Pascal, donc ça, c'était ce qu'on pouvait dire sur le contrat d'assurance vie. C'est bien si on a beaucoup de sous, mais le contrat d'assurance vie français, ça marche quand même, hein, ça a des avantages, y compris si vous habitez à l'étranger. Voilà, donc ce que disait tout à l'heure, pour revenir juste terminer sur le contrat d'assurance vie luxembourgeois, ce que disait Patrick, hein, c'est que l'avantage du Luxembourg, peu importe vous, votre mobilité, puisque on le sait, hein, bon, vous êtes peut-être amené, aujourd'hui vous êtes dans un pays, mais vous êtes peut-être amené professionnellement à changer de pays régulièrement. L'avantage, donc, c'est que le Luxembourg s'adaptera à votre nouveau lieu de résidence dans les années à venir. Donc, pas besoin de changer le contrat d'endroit. La transmission, Patrick en a parlé. Donc, ça peut être un sacré avantage donc, si vous pouvez bénéficier au contrat d'assurance vie luxembourgeois. Voilà. Donc, alors, au global, l'assurance vie, c'est bien quand même. Oui, de toute façon, oui, c'est vraiment l'outil de référence. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que vous avez déjà des contrats d'assurance vie qu'il n'est pas intéressant d'en ouvrir un nouveau, parce que je pense que les nouveaux contrats sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus ouverts. Ce qui est surtout très intéressant dans l'assurance vie, c'est que vous pouvez changer de stratégie pendant votre période d'épargne. Ça veut dire que vous pouvez mettre, par exemple aujourd'hui vous pouvez considérer que la conjoncture est propice à l'investissement immobilier parce que les prix ont beaucoup baissé, donc vous allez pouvoir mettre des supports immobiliers dans votre contrat d'assurance vie qui vont accompagner peut-être des supports actions là où vous espérez gagner beaucoup au cours des 10 prochaines années. Puis au fur et à mesure que la conjoncture change, que le contexte économique change et que vos objectifs aussi changent, vous pouvez avoir une répartition différente. C'est ce qui est écrit. Hein, voilà, donc vous voyez. Alors vous pouvez, si vous arrivez pas loin des 10 ans, vous pouvez vous dire, je vais mettre un peu plus de fonds en euros, comme ça, je serai sur des avoirs. Si vous pensez à il y a 2 ou 3 ans, les taux d'intérêt avaient beaucoup, beaucoup monté. Les obligations offraient des rendements très intéressants. C'était peut-être le moment de se mettre sur des supports obligataires. Et puis, une fois que vous avez
pris la plus-value sur les supports obligataires, vous passez sur autre chose. Donc c'est ça l'avantage de l'assurance vie, qu'elle soit française ou luxembourgeoise, c'est que vous n'êtes pas sur une stratégie de placement unique, elle est souple, votre stratégie. Alors, on en revient à la question qu'on avait posée. Donc, ça marche, les 300 000 euros en assurance vie sans apport? Quel effort il faut faire? Ben, c'est ce dont on parlait donc, au départ. Donc, il faut garder en tête les rendements, hein, donc votre sensibilité au risque, hein, et évidemment votre capacité d'épargne donc, pour pouvoir investir progressivement sur ce contrat d'assurance vie. Et comme le disait Patrick, bien évidemment, on peut commencer avec une thématique et puis donc changer le type de gestion au fur et à mesure du placement. Donc, la seule contrainte, c'est que si vous voulez investir en assurance vie au Luxembourg, il faut un peu de sous. Voilà. Alors, on va aborder le deuxième partie du triptyque. Voilà. Donc, on a donc tout à l'heure évoqué le private equity. Alors, peut-être que tout le monde donc, ne sait pas exactement à quoi ça correspond. En fait, le private equity, c'est ce qu'on appelle du non-coté. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'investir directement dans des sociétés qui ne sont pas cotées. Pourquoi, quel intérêt? Parce que vous allez aider au développement de ces sociétés. Et pourquoi est-ce que les investisseurs, les chefs d'entreprise recherchent des investisseurs particuliers comme vous pour investir à leur côté? Parce que bien souvent, ça va être plus simple et plus rapide que s'ils investissent avec leur banquier classique. La contrepartie, c'est qu'ils vont vous rémunérer avec un taux d'intérêt supérieur à ce qu'ils auraient donné à leur banque traditionnelle. Donc, ça vous permet d'investir, comme je disais, dans une entreprise non cotée. Ça peut être pour aider à leur développement, ça peut être pour donc faciliter leur transmission. Bon, ça, on peut le faire en direct, mais on peut le faire aussi via des fonds. On ne va pas vous demander, vous, de faire un virement directement à la société X ou Y, bien sûr que non. Donc, on va faire appel à des fonds qui vont aller faire le travail pour vous, d'aller chercher les entreprises qui ont besoin de ce financement hors schéma bancaire, j'ai envie de dire. Il y a différents véhicules qui existent. Donc, vous voyez, à partir de sommes très modestes, entre guillemets, enfin, bon, à partir de 1 000 euros, on peut accéder à ce qu'on appelle DFCPR. Donc, le R, on dirait, ça correspond à du retail, ça veut dire que c'est vraiment ouvert à tous les particuliers. Donc, nous, on a pas mal d'offres à vous proposer en ce sens et qui peuvent être éligibles aussi via le contrat d'assurance vie, certains contrats d'assurance vie, ou que vous pouvez investir directement via le fonds. Donc, vous, votre intérêt, c'est vous savez exactement dans quoi vous investissez, vous financez donc de l'économie réelle en dehors des marchés financiers et des marchés bancaires classiques. Hein. Le potentiel de rendement, il sera en général donc supérieur sur le long terme. Hein. Donc, on ne vous garantit pas, toujours pas, donc du 10% par an tous les ans. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En revanche, il faut bien se mettre en tête l'horizon d'investissement qui ne peut être que sur le long terme. N'allez pas faire du private equity en vous disant dans un an, je récupère mon capital plus des intérêts. Il faut vraiment se dire que c'est de l'argent qui est investi sur un horizon long terme. Alors, ça, c'est le principe. Hein. On va voir que comme tout principe, il y a quelques exceptions, et ces quelques exceptions, on vous les décrira un petit peu par la suite. Alors, justement, d'ailleurs, on en arrive donc, le private equity, tel qu'on vient de de vous le présenter, c'est pas un produit typiquement de capitalisation parce que vous allez mettre de l'argent et vous allez attendre 8 à 10 ans normalement pour le récupérer en espérant gagner beaucoup plus que sur des placements classiques parce que vous aurez bloqué votre argent sur cette durée. Mais c'est pas de la capitalisation, ça. Donc, si vous voulez arriver aux 300 000, il faudra réinvestir plusieurs fois. Mais c'est quand même possible de capitaliser en utilisant la solution du private equity grâce à trois systèmes. Le premier, c'est l'exception dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un fonds evergreen. Ça veut dire quoi, fonds evergreen, hein? C'est des fonds qui n'ont pas de durée définie. Donc la société de gestion va acheter des entreprises non cotées, elle va les développer comme dans des fonds classiques, elle va les revendre, mais quand elle les revend, au lieu de redistribuer l'argent du produit de la vente aux investisseurs, elle va le réinjecter dans le fonds. Hein, donc, c'est un fonds qui s'arrête jamais. Il récupère de la collecte. C'est une partie de ses ressources et l'autre partie de ses ressources,
c'est les produits de cession qu'il a générés sur ses investissements passés. Alors, il y a des contraintes dans le fonds Evergreen, c'est que euh, toute la problématique de ces fonds qui s'arrêtent pas, c'est comment vous pouvez sortir ou avoir la certitude de la liquidité. Donc ça oblige la société, ça contraint la société à avoir un petit peu de réserve de trésorerie. Parce que ben, s'il y avait des demandes de remboursement qui n'étaient pas prévues, il faut pouvoir les assurer. Et donc ça, si on met de la trésorerie dans la société, ben on a un peu moins de rentabilité. Et puis la société aussi, elle peut moins calibrer les appels de fonds par rapport à ses besoins, puisque la collecte arrive d'abord et ensuite on investit. Alors que dans un fonds traditionnel, souvent, la société identifie une cible et ensuite elle fait appel à l'argent. Donc vous avez un peu moins de rentabilité, même si on peut espérer avoir des rendements tout à fait intéressants avec ces fonds evergreen. Mais Euh, l'avantage, c'est que vous pouvez investir à tout moment. voilà. Donc voilà, si demain vous dites, bon, allez, Banco, je veux investir en private equity, donc on pourra vous proposer des fonds. Vous n'êtes pas bloqué, il n'y a pas une fenêtre de tir, vous n'êtes pas obligé d'attendre dans 6 mois qu'il y ait un fonds qui s'ouvre pour vous. Donc ce sont des fonds qui sont ouverts en permanence. Alors ces fonds, comme on le disait, donc, ils peuvent être investis dans certains contrats d'assurance vie. Donc, il n'y a pas tous les fonds de private equity, mais donc il y a de plus en plus d'assureurs qui proposent ce type de placement et c'est à nous, en tant que cabinet conseil, de les identifier et de voir donc ce qui correspond le mieux à votre stratégie patrimoniale. On a aussi un système, comme le disait tout à l'heure Patrick, un système de réinvestissement où vous vous dites, bon, moi, ça me plaît bien le private equity, j'ai envie d'en mettre régulièrement, par exemple, tous les ans, je sais que je pourrais en remettre. Alors, ce que certaines maisons de private equity, certains fonds proposent, ce qu'on appelle le re-up. Effectivement, avec l'effet boule de neige comme ça, plus vous investissez, plus effectivement, vous allez avoir un système de retour sur investissement qui va être assez intéressant. En fait, la différence entre le mécanisme de réinvestissement dont vient de parler Pascal et le fonds Evergreen, même si la philosophie n'est pas radicalement différente, dans le fonds Evergreen, c'est le fonds qui vend la société et qui réinvestit le produit de la vente dans le fonds, alors que dans les mécanismes de réinvestissement, vous investissez dans un fonds, il vous rembourse le produit de cession à vous, investisseurs, et vous, investisseurs, automatiquement, vous allez réinvestir dans un nouveau millésime qui vous est proposé par la société de gestion au moment où vous récupérez le remboursement de ce fonds. Donc, ça vous permet d'avoir un effet boule de neige et de pouvoir accumuler plus vite des sommes importantes parce que le rendement attendu sur le private equity est un peu plus important. Voilà un petit peu comment on peut passer de cette logique de distribution à capitalisation, parce que sinon, bah, un fonds, vous investissez dedans à un moment donné et vous devez attendre avant de récupérer votre argent normalement valorisé. Alors, c'est rentable, non, le private equity? C'est pour ça que tout le monde en parle aujourd'hui. Oui, alors donc effectivement, donc on a pu, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, donc historiquement, donc on peut avoir une rentabilité qui peut être supérieure à ce que pourraient donner les supports classiques et les investissements sur les marchés financiers classiques, puisqu'on vous a dit que par définition, en fait, le chef d'entreprise qui fait appel à ce financement hors système bancaire, il va vous payer il va payer une surprime. Donc en général, on a des rentabilités qui sont un peu supérieures, mais comme on vous l'a dit aussi, on ne peut pas vous les garantir, hein. Donc, pourquoi on a cette super-performance aussi? C'est parce qu'en fait, les fonds de private equity qui vont aller identifier les cibles qui ont besoin de cet argent, euh, en fait, les gérants de ces fonds, dans la constitution des fonds, sont obligés de mettre une partie de leur propre argent dans le fonds. En fait, on les oblige quelque part à leur dire, bah, puisque vous y croyez, prenez des risques avec nous. Nous, on ne veut pas être les seuls investisseurs à prendre les risques. Donc, les gérants sont obligés de mettre au pot. Et ben, ça nous garantit quelque part, enfin bon, ils vont tout faire pour que ça réussisse, hein, parce qu'à partir du moment où ils ont mis leur propre fonds à eux, leur propre argent, bon, ils ont tout intérêt à ce que ce soit gagnant pour tout le monde. Bon. Alors, bien évidemment, donc, ce sont des sociétés de gestion qui sont agréées par l'AMF, hein, par les autorités de marché. Donc, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est très, très réglementé.
Après, vous avez donc les graphiques sur votre droite, hein. Vous pouvez voir donc sur différents types d'indices de référence. On voit que donc le private equity, notamment sur des stratégies de LBO, bon voilà, a toujours surperformé par rapport aux autres types d'actifs. Alors, il y a plusieurs façons d'acquérir ces fonds. Ouais. En fait, vous en avez trois. La plus simple, c'est d'investir en direct, ce qu'on appelle au nominatif dans le jargon financier. Donc là, vous allez investir votre argent dans les comptes de la société de gestion. Et donc, vous portez assez peu de frais, puisque c'est la société de gestion qui les gère directement. Vous avez juste les frais du fonds à payer. La difficulté, c'est de trouver des sociétés de gestion qui acceptent les Français qui résident à l'étranger. Donc, il y en a, on les a identifiés, et il y en a qui proposent des bons produits, et il y en a qui proposent des bons produits supérieurs à 100 000 euros ou supérieurs à 1 000 euros. Donc ça, c'est possible avec toutes les stratégies d'investissement possibles. Deuxième solution pour investir dans le private equity, on en avait parlé dans le premier triptyque, c'était d'investir en assurance vie française. Donc quand vous investissez en assurance vie française, il faut que l'assureur français qui a votre contrat, il agrée le fonds de private equity. Pourquoi il doit l'agréer? Parce que quand vous demanderez le remboursement, il devra vous garantir la liquidité. C'est lui qui vous garantira la liquidité. C'est sa responsabilité. Donc, comme c'est sa responsabilité, s'il n'y a pas du tout de demande au moment où vous souhaitez vendre, c'est lui qui devra porter le risque jusqu'à ce qu'il trouve un acheteur. C'est une garantie pour vous, c'est une contrainte pour l'assureur. Donc, il y a un agrément. Et aujourd'hui, bon, les gammes se sont assez développées en assurance vie française, où vous avez des contrats qu'on peut vous proposer, où vous retrouverez une dizaine de contrats d'assurance vie, par exemple avec Ardian ou avec Apax, donc des sociétés qui sont quand même assez connues, avec un historique qui est assez bon. Et vous avez un troisième moyen d'investir dans l'assurance vie, c'est au Luxembourg. Et là, on va pas rentrer, on n'est pas trop rentré dans les détails de l'assurance vie luxembourgeoise ce soir, mais il y a un schéma de placement qui s'appelle le FAS, le Fonds d'assurance spéciale, je crois, qui vous permet en fait d'avoir une grande liberté dans vos placements. Donc là, vous pourrez choisir des fonds de private equity qui globalement n'ont pas à être validés par les compagnies d'assurance luxembourgeoises comme elles le sont en France. C'est beaucoup plus facile. Donc vous pouvez investir un petit peu dans ce que vous voulez au Luxembourg. La contrepartie, c'est que là, comptez pas sur la compagnie d'assurance vie luxembourgeoise pour vous racheter votre fonds de private equity avant la fin. Ça, c'est pas possible. Il faudra que vous portiez votre investissement dans l'assurance vie luxembourgeoise comme si vous l'aviez porté en direct. Donc, vous voyez, on a trois. Vous êtes français, vous résidez à l'étranger, c'est pas facile, mais vous pouvez trouver des supports de private equity super intéressants. Voilà, ça reprend un peu ce que tu disais, Patrick. C'est-à-dire que donc voilà, vous avez compris, vous pouvez investir en direct via le FCPR. Donc voilà, ça reste quand même des placements, même chose, il ne faut pas acheter et revendre du jour au lendemain, même si l'assureur fait la liquidité, c'est pas le but, hein. On reste quand même sur des stratégies avec un horizon long terme. Donc là, on vous a indiqué, à titre indicatif, oui, il faut compter à peu près entre 4 et 7% dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Et puis, évidemment, pour les clients qui auraient un peu plus d'argent, puisque vous l'avez vu, à ce moment-là, on partirait plutôt sur du 100 000 euros. Là, mais ça, c'est pas uniquement en contrat d'assurance vie luxembourgeois, ça peut être fait en France aussi. Donc là, c'est la part, en fait, institutionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle les FPCI. Et donc là, bon, là, on n'est plus à 1 000 euros, on est en revanche à 100 000 euros. Voilà. Voilà, donc c'est possible aussi. Donc on vous a présenté une deuxième solution qui est différente de celle de l'assurance vie, qui est plus typée. Et il y en a une troisième qui est encore plus typée que les deuxièmes. C'est la troisième partie de notre triptyque. C'est tout ce qu'on appelle acquisition en nue propriété. Et ce soir, on a ciblé un produit qui est particulièrement adapté à l'acquisition en nue propriété, c'est la SCPI. Pascal. Alors, pour petit rappel, donc la STPI, c'est Société donc civile de placement immobilier. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi de la pierre papier, c'est-à-dire que plutôt que d'acheter un bien en direct, bon, un appartement, une maison, peu importe, vous allez acheter en fait plein de petits morceaux de biens. En fait, alors, ça peut être des bureaux, ça peut être du résidentiel, ça peut être des commerces, peu importe, via donc des sociétés
de SCPI. Alors, donc, ça permet, on peut, en général, les SCPI, c'est pour avoir les avantages de l'immobilier sans en avoir les inconvénients. Donc, et notamment quand on n'est pas, quand on habite à l'étranger, c'est difficile de gérer l'immobilier en direct. Donc, les SCPI, c'est une grande souplesse. Donc, vous décidez donc de souscrire à certains types de SCPI. Donc, comme vous le voyez, ça peut être très diversifié, que ce soit concernant les actifs sous-jacents, donc du bureau du commerce, de la santé, la logistique. Ça peut être dans pas mal de pays différents, hein. Ce qu'on vous propose, c'est pas uniquement d'investir dans des SCPI françaises. Il y a aussi des SCPI européennes qui fonctionnent très très bien. Alors, normalement, quand vous achetez des parts de SCPI, elles vont vous donner un rendement. Ce serait un peu l'équivalent des loyers si vous aviez acheté un bien et que vous aviez mis en location. Donc, l'avantage, c'est que c'est accessible, je crois que c'est à partir de à peu près 1 000 euros, je pense, en général. Et donc, le principe de la SCPI, comme vous achetez plein de petits bouts en fait, de biens, eh bien, l'avantage, c'est que vous mutualisez vos risques. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, un commerce qui n'a plus de locataire, le temps qu'on retrouve un nouveau locataire, vous, peu importe, puisque dans votre part des SCPI, il n'y a pas un bien, mais vous allez peut-être souscrire via cette part de SCPI à des dizaines et des dizaines de biens. Donc, bon, par définition, tous les locataires vont pas partir en même temps. Donc, ça vous permet vraiment de mutualiser vos risques. Bien évidemment, comme tout à l'heure pour les sociétés de private equity, les sociétés qui proposent donc les parts de SCPI, sociétés de gestion qui proposent ces parts, sont agréées par l'AMF. Donc, voilà, même chose. Bon, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc, c'est une garantie aussi pour vous. Alors, Voilà. Donc, en conclusion, juste sur les SCPI, avant que Pascal ne nous parle du démembrement, ce qui nous plaît bien dans les SCPI, que ce soit en approche capital ou en approche revenu, c'est qu'au global, quand on sélectionne bien les supports, on a de la visibilité. Une SCPI comme Immorante, qui existe depuis 30 ans, même plus, c'est globalement maintenant pépère 4,5-5% de rentabilité chaque année. Ça a traversé la crise immobilière de 2022 comme il faut. Et si vous voulez investir en Europe, qui présente des avantages pour les Français qui habitent à l'étranger, on a des SCPI comme Corum qui existent depuis 15 ans et vous êtes à un petit peu plus encore, vous êtes plutôt à 6%. Et elle aussi, elle a bien traversé la crise. Donc, ce qui nous plaît bien, c'est cette récurrence des revenus, puisque la récurrence est aussi un rendement qui est quand même intéressant et c'est un bon couple rentabilité-risque. Voilà pourquoi c'est un bon support, à la fois pour les revenus, on en parlera probablement au cours de notre prochain webinaire, mais aussi dans la construction d'un capital et notamment au travers du démembrement. alors, le démembrement, en quoi ça consiste? Quand vous achetez un bien immobilier, en fait, vous achetez des droits sur ce bien. Et ces droits, ils sont constitués de plusieurs choses. Donc, on dit qu'en fait, il y a une partie qui correspond à l'usufruit, une partie qui correspond à la nue propriété. Alors, l'usufruit d'un bien immobilier, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir utiliser, donc c'est l'usage de ce bien, donc, notamment si vous achetez votre résidence principale, vous y habitez, donc vous en avez l'usage. C'est la partie usu de l'usufruitier. Mais vous pouvez aussi acheter un bien pour le mettre en location et toucher des loyers qui correspondraient à des revenus. Donc, c'est la partie fruitier de l'usufruitier. Donc, donc ça, c'est pour les gens qui veulent obtenir des revenus. Ils vont plutôt aller, dans le cadre du démembrement, sur la partie usufruitière. En revanche, vous pouvez aussi acquérir la nue propriété, c'est-à-dire que vous n'avez pas les loyers. En revanche, ça va vous permettre d'acquérir à terme, vous allez devenir propriétaire à l'extinction de l'usufruit, vous allez devenir propriétaire de la pleine propriété du bien, en ayant acheté la partie nue propriété avec une décote. Alors, la décote, alors il y a des petites maisons à côté pour que vous vous rendiez bien compte. Donc, la maison classique que vous achetez normalement en pleine propriété, c'est la maison du milieu. Imaginons, elle vaut 100. Voilà. Eh bien, si on décide d'acheter uniquement la nue propriété, alors, je ne sais plus à quelle durée de démembrement temporaire ça correspond, mais bon, je sais pas, on va dire sur on était parti sur 10 ans. Imaginons que sur 10 ans, en fait, on vous dit, mais vous n'achetez que la nue propriété, donc vous n'allez payer que 60%.
Et l'usufruitier, lui, il va payer 40%. En fait, les 40%, ça correspond au nombre de loyers, au montant des loyers qui auraient été payés pendant 10 ans, eux-mêmes capitalisés. C'est comme ça qu'on calcule, en fait, la décote qui va s'appliquer à la nue propriété. Toujours est-il qu'une fois que l'usufruit s'éteint, au terme des 10 ans, vous allez redevenir plein propriétaire. Et en sachant en plus que cette propriété qui à la base valait 100 en pleine propriété, il ne faut pas oublier que ce bien, il s'est valorisé aussi tout au long du temps. Donc il n'y a pas que les loyers qui sont intéressants, il y a aussi la revalorisation du bien en tant que tel. Donc vous aurez payé 60 alors que le bien valait 100, et en plus, au terme, vous allez récupérer un bien qui vaudra 100 plus la revalorisation du bien en lui-même. Donc, D'où le fait qu'on en parle ce soir. voilà, exactement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc il y a une décote à l'achat qui s'explique, hein, puisque je vous ai dit, en fait, vous n'allez pas percevoir les loyers pendant toute la durée de l'usufruit, donc c'est normal que vous achetiez moins cher. Évidemment, que vous ne percevez pas de loyer, donc ce qui correspond à des revenus, vous n'avez pas de fiscalité, puisque vous n'encaissez rien. Vous avez un effet de capitalisation implicite, puisque, on vous l'a dit, les parts de vos SCPI se valorisent automatiquement comme un bien immobilier classique. Et, et l'avantage pour vous qui résidez à l'étranger, c'est que ça vous permet d'investir un peu partout, donc en France et en Europe, sans avoir la gestion du bien. Et donc, il y a des sociétés de gestion que l'on sélectionne aussi, évidemment, pour vous, qui le font très bien. Et voilà. Donc, c'est un outil qui est très pratique parce que l'immobilier, on sait que ça peut être compliqué à gérer en direct. Et c'est, voilà. Ah, ce qui est intéressant pour les Français qui résident à l'étranger, c'est que si vous investissez sur des SCPI dont les immeubles sont en France, vous avez une fiscalité qui est un peu pénalisante parce que vous allez avoir à la fois la retenue, enfin un taux d'imposition sur la partie impôt sur le revenu généré par la SCPI, mais en plus ils vont vous prendre les prélèvements sociaux alors que vous ne bénéficiez pas des prestations sociales en France, ce qui est assez désagréable. Tandis que si vous investissez dans une SCPI dont les immeubles sont situés en Europe, en fait, l'impôt sera payé dans le pays européen et il restera quasiment plus d'impôts à payer en France et vous n'aurez pas de prélèvements sociaux à payer. Oui, ça, c'est dans le cas où on achète des CPI en pleine propriété. Mais là, de toute Non, mais c'est façon, pas ça. C'est que le moment où c'est pas ça. C'est que au bout de 10 ans, vous allez vous retrouver avec des revenus et des revenus qui sont dopés par le fait que vous avez acheté à prix oui, si réduit. vous Donc, il faut conservez que les vous vous parts. posiez la question au terme de 10 ans. C'est là où je voulais en venir. Où c'est que je vais résider quand je pourrai récupérer mon capital de SCPI? Est-ce que je vais mon plein capital de SCPI? Est-ce que je vais résider en France ou est-ce que je vais résider à l'étranger? Si je réside à l'étranger, j'ai intérêt à me positionner aujourd'hui sur une SCPI qui investit en Europe. Si j'envisage de revenir en France, là, je dirais ça dépend, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça dépend des revenus dont vous disposerez au moment où vous reviendrez en France. Mais on ne va pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais sachez que les SCPI qui investissent en Europe, en général, elles séduisent les Français qui résident à l'étranger. Alors, on revient à notre question, Pascal. Oui, donc vous vous souvenez, la problématique, c'était d'obtenir un capital de 300 000 euros dans 10 ans sans apport initial. Donc avec les CPI démembrés, ben, c'est possible. Donc avec un effort d'épargne, on va dire entre 1850 et 1900 euros par mois, en supposant que les CPI se revalorisent de 2% par an, pendant 10 ans, on arrive à ce montant-là. Là, on parle bien de la revalorisation des parts, hein, donc les 2%, ce ne sont pas des revenus hein, dans le cadre de la nue propriété. Voilà. Donc, comme le disait tout à l'heure Patrick, donc si il existe des CPI qui investissent en Europe, c'est le cas notamment de Corum dont tu as parlé tout à l'heure. L'avantage des SCPI européennes aussi, c'est elles vont chercher peut-être des rendements peuvent être un peu supérieurs, hein. Ouais, enfin, c'est vrai, mais ça dépend des périodes. Disons que l'inconvénient aussi, enfin, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient des SCPI qui investissent en Europe, c'est qu'elles connaissent moins bien le marché, elles sont obligées de recourir à des intermédiaires.
C'est déjà pas toujours facile d'investir en France, donc bon, c'est pour ça qu'il faut bien choisir avec qui on travaille. Globalement, quand même, je répète pour conclure cette partie, c'est que vous arrivez quand même pour créer du capital. euh, euh, avec de la visibilité et avec des montants d'investissement faibles au départ, cette solution-là, elle est vraiment intéressante. Hein, si vous mettez 1800 euros par mois, c'est beaucoup 1800 euros par mois, mais 300 000 euros en 10 ans, c'est C'est beaucoup énorme. aussi. Hein. Et quand on est parti sur une hypothèse de valorisation de 2%, Quorum Origine, c'est plutôt une valorisation de 8% ces 10 dernières années. Donc on a été prudent et vous avez peut-être besoin, peut-être que si vous mettez 1850 euros, vous aurez peut-être plus au bout de 10 ans. On ne sait pas ça. Mais globalement, voilà, ce qu'on aime bien dans cette solution-là, c'est que vous avez quand même de la visibilité avec des petits investissements, enfin des petits, relativement Oui, petits investissements oui. régulièrement. Vous pouvez vous constituer un capital significatif sur des placements qui ne sont pas sportifs quand même, sur lesquels on a de la visibilité et du recul. Voilà, je crois, Pascal, qu'on en a un petit peu fini avec toutes les trois solutions qu'on voulait vous présenter, qui sont des solutions de capitalisation. Euh, et donc, bah, pour en terminer, avant de laisser la place aux questions, on voulait vous dire quelques mots sur notre cabinet. Donc, voilà, je vais peut-être en parler parce que je connais un peu. Donc, le cabinet Montbourg Patrimoine, il existe depuis plus de 40 ans. À l'origine, ça s'appelait Élysée Vendôme. C'était un cabinet qui a été créé même dans les années 80, je crois. Et aujourd'hui, la particularité, c'est que c'est un cabinet indépendant. Nous, on n'est aucun intermédiaire financier, aucun fonds de private equity. On est totalement libre. On est familial. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et on travaille pour le bien de nos clients. On est spécialiste de l'accompagnement des Français expatriés depuis la fin des années 2000. On est un cabinet qui est intermédiaire, on n'est ni petit ni grand, et c'est un peu comme ça qu'on veut être, parce que si on est trop gros, on a un peu plus de mal à s'organiser pour suivre nos clients et les conseiller comme il faut. Si on est trop petit, ben on a des problèmes de réglementation et d'outils informatiques qui sont compliqués à gérer. Donc on a une taille de 300 millions d'actifs en gestion, on en a 50 millions avec notre pôle international. Donc moi, je m'appelle Patrick Fontan, je vous l'ai dit au début, et j'ai un petit peu roulé ma bosse hein, parce que j'ai fait un peu de crédit immobilier, de banque de gestion de fortune, de private equity, voilà, de l'immobilier. Mais ça veut dire que quand même, quand on vous parle, comme on l'a fait ce soir, de fonds de private equity, quand on vous parle de placement financier ou d'immobilier, c'est des choses qu'on connaît depuis longtemps et on a beaucoup d'expérience sur ces choses-là. Et Pascal, c'est pareil, Pascal. Oui, donc moi aussi j'ai une formation donc, en banque privée, en gestion de fortune, que ce soit en France ou au Luxembourg d'ailleurs, puisque j'ai travaillé au Luxembourg aussi. Et puis avec des clients qui avaient aussi pas mal de problématiques immobilières. Donc effectivement, avec Patrick, voilà, on maîtrise bien ces sujets. On l'a pas abordé ce soir, mais il y a aussi il y a la possibilité aussi de faire de l'effet de levier sur les SCPI, bon, avec des financements. Alors ensuite, on a, pour finir la présentation de notre cabinet, donc il y a Pascal, il y a aussi une personne qui travaille pour nous au Portugal, qui s'appelle Christophe Pirolan, qui nous écoute peut-être ce soir. C'est pour ça qu'on a mis le drapeau du Portugal. Et en plus, donc, on a une équipe de conseillers financiers, comme Pascal, toutes les problématiques patrimoniales, mais on a aussi une équipe, des personnes qui vont s'occuper de vous pour la santé, soit individuelle, soit collective. Donc, on a des personnes qui sont spécialisées sur cette problématique-là. On a des personnes qui sont spécialisées sur la fiscalité et la gestion de patrimoine. On en a une, hein, et on a une autre personne qui est spécialisée sur les allocations d'actifs. Donc, c'est cette personne-là qui vous dira, ben, qui vous dira, il vaut mieux peut-être en ce moment être investi sur les actions japonaises plutôt que sur les obligations mexicaines. Voilà. Ça, c'est son métier. Et on gère quand même 25 ou 30 millions pour le compte de nos clients de manière entièrement autonome. C'est-à-dire qu'ils nous ont confié la responsabilité de gérer totalement leur placement pour eux, ce qui est une gage de confiance, et on essaye de leur rendre au maximum. Donc il y a une personne qui s'occupe de ça. Donc, vous voyez, on est quand même assez équipé, même si on n'est pas très gros, hein, on est une douzaine de personnes, mais on a des experts sur chacun des métiers dans lesquels vous pouvez devoir nous interroger. Ces métiers, quels sont-ils?
Donc, tout ce qu'on appelle le premier métier, c'est la gestion de patrimoine, c'est ce qu'on vient de voir ce soir. Hein, on a parlé d'assurance vie, de SCPI, de private equity, on n'a pas parlé de compte titres, mais c'est notre premier métier. C'est un métier qui est régulé par l'autorité des marchés financiers, par la CPR, et on est obligé de s'y matriculer dans un registre où vous pourrez nous retrouver, qui s'appelle l'ORIAS. Donc ça, c'est notre premier métier. Le deuxième métier, c'est tout ce qui est immobilier. Pascal en a un petit peu parlé. C'est un métier qu'on connaît bien. On a la carte de transaction. On est capable de faire de la négociation pour le compte de nos clients. On peut proposer à nos clients qui résident en France des produits de défiscalisation. On a des solutions en termes de viager. C'est un peu compliqué en ce moment parce qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Et on accompagne régulièrement des Français qui résident à l'étranger, soit pour acheter des pieds à terre en France, soit pour constituer un patrimoine immobilier. Troisième métier, c'est tout ce qui est protection. Donc, on en a rapidement parlé tout à l'heure. On fait de la santé individuelle, on fait de la santé collective, on fait de la prévoyance. Et ça, c'est un métier d'assurance qui est contrôlé par la CPR. Et le dernier métier, c'est tout ce qui tourne autour du conseil ou du courtage de crédit. Donc, on peut faire du courtage de crédit seul ou on a des partenaires avec qui on travaille. Donc, on a des solutions pour les Français qui résident à l'étranger. Et quand vous souhaitez nous confier des missions spécifiques, que ce soit des missions fiscales au niveau de la retraite, etc., etc., on proposera une lettre de mission qui, si vous l'acceptez, bordera notre travail et nous obligera à vous rendre des comptes. Voilà les quatre métiers. Vous voyez, ça couvre quand même un assez large domaine. Et on a trois possibilités de nous rencontrer en France. La première, c'est de là dont on vous parle ce soir. On est à Paris. Vous voyez, le bureau qu'on occupe, c'est le bureau qui est au-dessus au premier étage, le bureau d'angle. À 200, avenue de la Grande Armée, à 150 mètres de l'Arc de Triomphe. On a une antenne aussi à Valence. Valence en France, hein. Valence en France, ouais, qui est dirigée par Élodie Joanneau, que vous avez peut-être écouté lors de nos précédents webinaires. Et on a une dernière antenne à Nice où on avait racheté la société qui était spécialisée sur les Français de l'étranger. Alors après, pour en terminer, avant les questions, pourquoi on pense qu'on a un cabinet qui est performant sur les Français qui résident à l'étranger? On vous l'a dit, on est indépendant, on fait pas nos propres produits, on recherche toujours ce qui est le meilleur pour nos clients. On est totalement transparent au niveau des frais. Ça, c'est important que vous le sachiez. Les frais dans notre métier, soit ils sont directement payés par vous, notamment au travers des lettres de mission, soit ils sont inclus dans les produits qu'on vous propose, mais avant qu'on vous propose quelques produits que ce soit, on vous aura indiqué combien vous payerez de frais au titre de ce produit, et sur les frais que vous payez au titre de ce produit, combien le promoteur de ce produit nous reversera à nous. Donc tout est clair, vous savez comment on est payé. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a quand même une expertise internationale. On vous a parlé de beaucoup de produits ce soir. Si vous allez en parler à n'importe quelle banque française, c'est pas facile de les convaincre de vous proposer ces produits-là. Il y a une barrière qui est liée à la résidence, entre autres. Et une barrière qui est liée au fait qu'ils ne sont pas forcément libres de vous proposer tous les produits qui existent sur le marché. Nous, on n'a pas ces barrières-là. Notre métier, c'est quand même d'identifier les produits performants qui sont ouverts aux Français qui n'habitent pas en France. Et ça, on l'a fait. Et ce dont on vous a parlé tout à l'heure, on a à chaque fois une réponse aux questions que vous pourriez vous poser. Un accompagnement sur mesure, si vous revenez vers nous, Pascal sera votre conseillère et elle vous accompagnera pour le choix des produits ou des solutions ou pour les conseils dont vous pourriez avoir besoin. Voilà, donc on en a un petit peu fini avec ce qu'on souhaitait vous dire. Je vais vérifier, mais on est à peu près, on a été un peu plus long. On a un peu traîné sur la fin. Ce que je vous propose, c'est de nous poser des questions au travers de la fonction questions-réponses du logiciel Zoom, grâce auquel vous nous écoutez. En tout cas, on va vous laisser le temps de poser les questions. J'espère qu'il y en aura. Souvent, il y en a beaucoup.
On a été volontairement très synthétique, on n'est pas rentré dans les détails parce qu'on ne voulait pas trop alourdir la technicité du webinaire. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous enverra les coordonnées de Pascal. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. On vous enverra aussi le replay du webinaire et les slides qu'on vous a présentés ce soir. Le prochain webinaire, il a lieu dans 3 semaines, 4 semaines. Il aura pour thème la distribution de revenus et vous pouvez vous abonner soit au travers des mailings qu'on vous enverra, soit directement en vous connectant sur la page webinaire de notre site. Je vois que on a dû être très complet parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Il y en a une qui vient d'arriver. Il y en a même deux maintenant. Comment ouvrir? La première question, elle est simple, je sais répondre, mais Pascal va le faire aussi. Comment ouvrir une assurance vie au Luxembourg sans être résident au Luxembourg? Ben, rien de plus simple. Mais voilà, c'est Voilà. facile. Donc, il y a aucun sujet, hein. Donc, je vous ai dit, à part donc, pour certaines nationalités, donc, notamment les US personnes, on ne va pas revenir là-dessus. Mais sinon, normalement, il n'y a aucun souci. Ça s'ouvre aussi bien qu'un contrat d'assurance vie en France. Il n'y a pas de. Voilà, on va vous demander les pièces habituelles, hein. Donc, évidemment, une pièce d'identité, justificatif de domicile. Et puis, on va vous demander l'origine des fonds, bien évidemment. Donc, c'est faisable. C'est Voilà. juste au Luxembourg, il faut des sous. Voilà. Voilà. C'est la clé pour rentrer au Luxembourg. Alors, il y a une deuxième question sur les ETF. Donc, on nous demande si on peut arriver aux 300 000 euros en souscrivant des ETF sur la bourse américaine. Alors ça, c'est même recommandé si on considère que les performances passées font les résultats futurs, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est les ETF sur les bourses américaines qui ont eu la meilleure performance sur les bourses mondiales depuis 10 ans. Donc, je crois que vous auriez investi sur un ETF sur le SP 500, on doit être à 12% à peu près sur 5 ans annuels, ce qui est pas mal. Mais comme on le disait aussi tout à l'heure, on ne sait pas si les 12 prochaines années les 10 prochaines années seront aussi bonnes. Alors les ETF, c'est une bonne question. On peut les mettre sur des contrats d'assurance vie ou on peut les acheter en direct. Sur les contrats d'assurance vie, alors juste pour ceux qui découvrent cette notion d'ETF, c'est quoi un ETF? C'est une manière d'investir directement sur les indices boursiers sans avoir à payer une société de gestion et des gérants qui vont vous prendre des frais pour gérer l'allocation. Et on s'aperçoit souvent que les frais sont relativement importants et que c'est difficile de battre les indices. Donc les ETF, c'est la solution low cost qui vous permet d'investir directement sur les bourses. Cette solution, elle a été développée il y a 30 ou 40 ans et initiée par une société qui s'appelait Vanguard, qui était aux États-Unis. Elle s'est depuis largement démocratisée. Elle est arrivée en Europe, elle est arrivée en France. Et donc, c'est possible d'investir sur des ETF dans des contrats d'assurance vie luxembourgeois, dans des contrats d'assurance vie français, pas forcément n'importe lesquels, Oui. mais c'est relativement possible. Et pas que d'ailleurs des ETF sur les bourses américaines. Et c'est possible aussi de souscrire des ETF en ayant un compte sur Boursorama ou dans une banque sur un compte titre. Donc, globalement, nous, on est assez favorable. Quand on ouvre des contrats au Luxembourg, où là, on a l'entièreté du choix des supports, on privilégie vraiment les ETF par rapport aux fonds classiques, parce qu'on considère que le couple rendement-risque, rendement-frais est meilleur. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment. Bon, ensuite, on a une question sur. Mais ça, je m'en occuperai peut-être. Alors, proposez-vous des stratégies pour éviter les transferts bancaires coûteux liés aux échanges de devises? Il y a des solutions, il faudrait qu'on en reparle, mais il y a des solutions qui sont économiques. Rappelez-nous, globalement, on a des partenariats avec des sociétés qui permettent de limiter les frais de change. Et sinon, il y a une solution qui commence à émerger, qui est assez sympathique et qui s'appelle Stablecoin. Mais qui est un peu compliqué pour les gens
qui maîtrisent pas, qui ont pas l'habitude de ce type de produit. Alors, dernière question. Savez-vous si le démembrement de propriété est applicable dans des pays à l'étranger, au Mexique par exemple? Il n'y a pas de raison, hein. De toute façon, votre pays de résidence n'est pas concerné directement par le fait que vous achetez en nue propriété, vous n'avez pas de revenus, et la législation dont vous dépendez, la législation dans laquelle vous avez souscrit votre bien immobilier, qui est la France. Je suis en train de réfléchir en vous parlant. Est-ce que le Mexique pourrait considérer que, comme vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, il pourrait appliquer un impôt sur le capital? Je ne sais pas. Ça faudra que je demande à mon ingénieur fiscal. Je ne pense pas. Et un impôt sur les revenus, ça me paraît difficile parce qu'il n'y a pas de revenus. Ben, en général, quand il s'agit d'un bien immobilier, c'est la taxation du pays où est localisé le bien, normalement. Donc, le Mexique n'aura Voilà, pas. bon, on regardera les conventions diverses et variées qui peuvent exister entre nos deux pays pour vous répondre plus précisément. Alors ensuite, il y a une question qui a trait aux frais d'un contrat d'assurance vie. Non, non, aux frais du cabinet. Donc, je pense que la Ouais, personne alors se les frais, on demande. en a parlé un petit peu, hein. Donc, c'est pas un Euh, abonnement au cabinet. Vous ne payez pas des frais tous les mois, etc. Donc, ouais, ça, en fait, pour aller en fait, plus loin dans le détail que ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans notre métier en France, il y a deux types de solutions pour régler les frais à des intermédiaires comme nous. La première solution, c'est que à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, on vous fait une lettre de mission et vous nous payez directement sur cette lettre de mission. C'est pas l'option qu'on a choisie. L'option qu'on a choisie, quand on vous propose une solution de placement, vous allez souscrire avec votre épargne dans ce produit de placement et la société gère. qui a produit Mhm. qui a conçu ce produit de placement va vous prendre des frais. Les frais de gestion, si vous voulez. Et ces frais de gestion, Il n'y en a que pas. typiquement, par exemple, sur une société, sur un contrat d'assurance vie, les frais de gestion, ils vont être de 1% par an. Et sur ces 1% par an, la société de gestion, l'assureur, pardon, va garder 50% des frais de gestion et va nous restituer 50% des frais de gestion qu'il n'a pas perçus pour lui. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Le principe sur les produits de placement, c'est qu'on est payé par la société qui a conçu le produit qu'on vous propose en toute transparence. Et pour les missions ponctuelles, par exemple, vous nous dites, je veux revenir en France, je voudrais que vous m'expliquiez tout ce que je dois faire, toutes les précautions que je dois faire sur mes placements financiers ou autre chose avant de revenir en France. Là, on vous facturera, on vous proposera une lettre de mission qui inclura des honoraires que vous nous payerez directement, ce qui est plutôt occasionnel dans le cadre de notre métier. Alors, il y a encore des questions, je vais essayer d'y répondre. Euh, alors là, la question sur c'est une question un peu technique sur le 401K aux États-Unis. Je reviendrai vers vous, monsieur. J'ai pris vos coordonnées. Je vous répondrai ultérieurement parce que dès qu'on touche aux États-Unis, pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. Quelle est la limite d'âge pour contracter une assurance vie, Pascal? Il n'y a pas de limite d'âge, donc vous pouvez en souscrire à tout âge. En revanche, il y a des précautions à prendre pour les personnes de plus de 85 ans. Donc, bien évidemment, en fonction de l'âge, on ne va pas et en fonction de l'horizon de placement, hein, on ne va pas vous proposer les mêmes supports d'investissement. Je ne vais pas aller faire investir une personne de 85 ans sur de la crypto-monnaie, hein. Donc, de toute façon, je serai en défaut de conseil. Donc, il n'y a pas franchement de limite d'âge. Mais en revanche, ça ne sera pas la même stratégie d'investissement derrière. Alors, si, il y a quand même une limite sur l'assurance vie, mais qui est fiscale. C'est-à-dire que Ah, vous pouvez ouvrir à tout âge, mais l'avantage, vous savez, les, les, les primes les frais de succession, enfin, oui, les frais de succession, quand les avantages qui sont liés à l'assurance vie, ils nécessitent le fait que vous ayez souscrit votre contrat avant avant 60. 70 ans. Sinon, ils sont considérablement réduits une fois que vous avez passé l'âge de 70 ans. Mais ça ne vous empêche pas de les souscrire. Simplement, vos bénéficiaires payeront un peu plus, les bénéficiaires du contrat payeront un peu plus d'impôts au moment de votre décès. Et si vous voulez souscrire quand même un produit d'assurance de type assurance vie
après l'âge de 70 ans, il y a une autre solution qui s'appelle contrat de capitalisation, qui a moins d'avantages en termes de transmission, mais qui globalement est un produit de placement qui peut être transmis en direct dans le cadre de votre succession. Donc ça, c'est d'autres avantages. Je reviens à la question sur que j'avais laissé de côté là, sur le 401(k), je l'avais mal lu, mais vous me disiez, en fait, la question, je sais y répondre tout de suite, c'est est-ce qu'il y a des solutions pour investir la retraite américaine 401(k) en France ou en Europe dès que je reviens à habiter en Europe? Oui, il y en a. Vous pouvez écouter notre webinaire sur le site de Montbourg Patrimoine, où vous pouvez contacter Pascal. À partir du moment où vous revenez en France, vous pouvez faire ce que vous voulez. Même, vous pouvez même commencer à préparer votre retraite en étant déjà aux États-Unis. Même si c'est un peu plus compliqué compte tenu du fait que les États-Unis en Europe, c'est un pays qui est difficile à faire agréer. Une question à nouveau sur le 400. Ouais, ah oui, le 401(k), pour moi, c'est le produit de retraite des citoyens américains, enfin des résidents américains, hein. C'était ça la question. Bon, Pascal, je crois qu'on a fini, non? Il y a une personne à qui on n'a pas répondu, mais je la contacterai directement. Ah oui, j'ai vu ça, Oui. c'était mieux. Voilà, mais écoutez, je crois qu'on n'a plus de questions, on va vous laisser. Je vous remercie de votre participation, de votre attention. Et puis, donc, on fait comme on a dit, hein, le replay, les slides. On vous laisse les coordonnées de Pascal pour que vous puissiez rendre vous et on vous attend pour le prochain webinaire. Merci, à bientôt. Très bonne fin de journée, au revoir, merci.